Imaginez une porte légèrement entr'ouverte, le battant qui tremble sous le souffle d'une salle pleine, et derrière ce mince interstice, une voix froide qui réduit en poussière un rêve. C'est cette image qui me hante chaque fois que je pense à Mariam. Abandonnée à l'hôtel, elle n'a pas pleuré, car elle savait qu'un plan divin allait se réaliser. Ces mots sont comme une tente qui couvre l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire de dignité, de trahison, mais surtout de choix. Le choix de se tenir debout quand tout invite à s'effondrer. Avant d'aller plus loin, dites-moi, d'où vous regardez cette histoire? Laissez un commentaire, et si cette voix commence déjà à vous toucher, abonnez-vous. Il y a des récits qui réchauffent le cœur quand on les découvre ensemble. Mariam était née à Accra, dans un quartier où les maisons collent les unes aux autres, comme si elles se protégeaient mutuellement du vent. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait quelque chose de plus rare, une sorte de calme dans la manière de vivre. Son père, Ibrahima, travaillait sur des chantiers. Ses mains parlèrent de travail et de patience. Sa mère, Hadja, tenait une petite boutique de tissus près du marché de Makola. C'est entre les étals, sous les tentures colorées et l'odeur de l'attiéké qui grésille, que Mariam a appris à lire les gens. Elle regardait les plis des tissus, la façon dont une femme pliait son voile, le soin qu'on mettait à accrocher un morceau de wax. Elle comprenait en silence que la dignité tient parfois dans la manière dont on porte une chose simple. Chez eux, on parlait peu de promesses grandioses. On parlait plutôt de constance. Payer l'école, réparer le toit avant la pluie, accueillir une voisine en détresse. Ibrahima répétait souvent « La dignité, on ne l'achète pas, on la garde ». Hadja, elle, connaissait l'art des mots mesurés. Quand Mariam était petite et qu'elle revenait en pleurs parce qu'un camarade avait ri d'elle, sa mère la faisait asseoir, lui donnait une tasse de thé chaud et lui disait « Ta douleur a un visage. Apprends-le. Ne lui donne pas la parole si tu veux la comprendre. » C'est dans ce décor, entre le froissement des tissus et le murmure des vendeurs, que Mariam rencontra Malik. Il n'y eut pas d'orage romantique, pas de coup de foudre au sens littéraire. C'était une poignée de main maladroite, un sac de tomates qu'il a aidé à porter, et le sourire qu'il a offert en retour, comme on donne un morceau de pain à quelqu'un qui a faim. Malik venait d'une famille différente. Il avait des ambitions qui parlaient fort, des projets, des conversations pleines de chiffres et de terrain. Mais au début, il savait parler à Mariam d'une manière qui rendait le monde simple. Il l'écoutait, il observait les petites choses et les célébrait comme si elles étaient grandes. Les mois qui ont suivi ressemblent à un montage, fiançailles modestes, les préparatifs d'une robe cousue par la mère, les prières chuchotées avant de dormir. La famille s'est réjouie, les voisins ont chanté. Mariam a senti l'honneur d'être l'enfant de ceux qui avaient toujours su se tenir droit, et elle a mis tout son cœur dans ses préparatifs. À la maison, les discussions restaient terre à terre. Comment répartir les dépenses? Qui prêterait la salle du quartier? Quel tissu choisir pour les cousines? Personne ne s'attendait à ce que l'ombre se tisse entre les fils de wax et les sourires. Les premiers signaux de trouble étaient discrets. Un rendez-vous annulé sans explication. Un téléphone qui s'éteignait tard dans la nuit. Des éclats de rire hors de propos quand il parlait de gestion. Mariam avait remarqué des incohérences, mais elle savait aussi qu'un mariage se construit sur la confiance tissée au fil des jours. Elle choisit d'observer plutôt que de juger, croyant que l'amour auquel elle se confiait était plus grand que les silences incompréhensibles. Les autres voyaient en elle une femme sûre. Elle sentait parfois l'inquiétude, mais la recouvrait d'une détermination tranquille. Tenir jusqu'au jour où la vérité, si elle devait venir, viendrait à la lumière. Il y a une veille de cérémonie qui s'inscrit dans la mémoire comme une dalle froide qu'on marche sans chaussures. Ce soir-là, les préparatifs avançaient, les cousines riaient, la maison embaumait le parfum du gari frit et des épices. Mariam se tenait devant le miroir, la robe à moitié terminée, les mains tremblantes d'excitation. Sa mère réussissait à nouer le dernier voile avec une patience millimétrée, comme si chaque boucle était une prière. Les pas résonnèrent dans la maison. On parlait à voix basse, on répétait les chants. Et puis, il y a eu ce petit bruit. Une porte qui ne se ferme pas complètement. Un souffle d'air. L'entrebâillement fugace d'une pièce attenante où, d'ordinaire, on range les documents et les lettres.
Elle n'était pas censée écouter. Elle n'aurait même pas dû savoir. Mais la vie, et parfois, la cruauté de la vie, aime se glisser par les interstices. Mariam s'est retrouvée, sans volonté consciente, collée à cette porte, l'oreille tendue vers un coin d'ombre. De l'autre côté, des voix d'hommes. D'abord des rires bas, puis ces mots qui ont trouvé la faiblesse du soutien qui tenait ses genoux. Les phrases qui ne laissaient pas de place à l'amour, mais qui parlaient de calcul, de part et de terre. Il y eut une voix qui dit, d'un ton presque plat, ce que personne n'aurait voulu entendre. Il ne s'agit pas d'un « je t'aime », mais d'un « je prends ». Les mots n'étaient pas tout à fait semblables à ceux que j'ai évoqués au début, et je ne les reproduirai pas mot pour mot, mais entendez ceci. Derrière la porte entr'ouverte, il y avait une vérité qui broyait un rêve. Vous pouvez imaginer ce qu'elle a ressenti. Imaginez un élan qui vous coupe le souffle sans bruit. Une douleur qui ne vous fait pas crier parce que crier exige de l'air, et parfois, l'air vous manque. Les images se désordonnent. Le miroir, la robe, la voix de sa mère qui termine un nœud, le cliquetis d'un bol posé sur la table. Une larme contient des siècles, et pourtant, parfois, elle reste muette. Elle glisse, et la face garde sa forme. Mariam a gardé l'apparence extérieure, ce sourire que l'on offre quand on sait qu'on doit protéger autre chose que soi-même. Elle avait compris, à cet instant, que la blessure principale n'était pas seulement la trahison d'un futur époux, mais l'exposition de sa famille à la honte, à la critique des voisins, à la blessure des parents qui avaient émis leur cœur dans ce mariage. La décision qu'elle a prise ce soir-là n'était pas impulsive. Elle pensa d'abord à sa mère, à la boutique de wax à Makola que des générations avaient préservée, à son père qui avait investi dans un petit terrain à Tema pour assurer un avenir. Elle pensa au regard des voisins, aux rumeurs qui courent et qui sont plus cruelles que les faits eux-mêmes. Alors elle se fit une promesse. Elle n'allait pas permettre qu'un cri, une explosion de colère, une scène publique viennent ronger ce que sa famille avait bâti. Protéger, voilà le mot. Dans son esprit, la dignité ne signifiait pas suppression de la douleur, mais discipline du geste. Elle décida d'entrer, de sourire, de tenir sa place, parce que son silence, à ce moment précis, pouvait être la seule forteresse pour ceux qu'elle aimait. Il y avait dans cette décision quelque chose de très religieux sans être théologique. Une confiance obstinée que ce qui était brisé n'était pas nécessairement détruit, et que parfois la meilleure réponse n'est pas le fracas, mais la stratégie. Elle sut qu'elle devait gagner du temps. Le temps pourquoi ? Pour rassembler des preuves, pour parler à une personne de confiance, pour réfléchir à une démarche qui ne serait pas dictée par la vengeance mais par la justice et la préservation. Mais cela, elle le comprit après. À l'instant, la priorité était ailleurs. Entrer, sourire, protéger ses parents, préserver la réputation de sa famille. C'est ainsi qu'elle posa sa main sur la poignée et sortit. Les marches jusqu'au lieu de la cérémonie lui semblèrent plus longues que la mémoire. Chaque pas était un petit arrachement, un morceau d'aile qu'elle laissait en arrière pour tenir la main de sa mère et marcher vers l'endroit où les voisins attendaient, où les chants allaient reprendre, où la foi, pour quelques heures, devait couvrir tout. Les applaudissements se faisaient entendre, mais à l'intérieur, il y avait un désert. À l'extérieur, il y avait la joie simulée, les cousines qui pleuraient de bonheur, les oncles qui se pianotaient les bords de la veste pour être à leur avantage, les téléphones qui gravaient tout comme si l'instant était seulement une question d'image. Mariam entra avec une grâce qui n'était pas l'oubli. Son sourire était poli, sculpté par la volonté de ne pas abîmer ce qui restait d'intime chez ses parents. Ici, encore, elle s'ancrait dans la sagesse reçue. La dignité n'est pas l'absence de larmes, mais la façon de les porter. Elle prononça des mots cérémoniels, échangea des regards calculés et répondit à la bénédiction comme une actrice accomplissant son rôle le plus important, non pour elle, mais pour la maison qui l'avait élevée. On pourrait penser que de telles décisions, de se taire pour protéger, sont faciles. Elles ne le sont jamais. Elles coûtent. Elles laissent des cicatrices invisibles, une fatigue durable. Mais au théâtre de la vie, certaines personnes acceptent de jouer des actes difficiles pour protéger autre chose. Mariam fut de celle-ci.
Ce soir-là, elle ne brisa pas la cérémonie. Elle sauva ce qu'elle pouvait sauver. La nuit qui suivit fut longue. Elle revint à la maison, s'assit à la table où sa mère rangeait encore les rubans et les coupons de tissu. Personne ne savait exactement ce qu'elle avait entendu. Elle décida de ne rien dire tout de suite. Il n'existait pas, pour elle, de satisfaction dans l'éclat. Elle savait qu'il faudrait attendre, rassembler, poser des questions précises. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose se solidifia. Une détermination froide et précise qui n'avait plus rien à voir avec l'émotion du moment. Ce n'était pas une colère brute, c'était une stratégie en germe. Le lendemain, les regards étaient bienveillants. Les voisins venaient féliciter, apportèrent des mets. Les filles de la rue avaient brodé des motifs nouveaux sur la robe. Tout semblait normal. Et c'était le danger. L'ordinaire camouflait l'urgence. Si elle restait dans l'ordinaire sans agir, elle risquait de perdre la seule chose qui pouvait sauver la famille d'un démembrement. Le terrain, le nom sur les documents, la mémoire collective du labeur d'Ibrahima. Elle vit la nécessité de transformer sa douleur en une force ordonnée. Elle allait devoir, dans les semaines qui suivraient, apprendre à collecter des indices, à parler à des gens prudents, à consulter un avocat sans éveiller de soupçons, à protéger le terrain pendant que le monde applaudissait. Souvent, les grandes décisions de la vie ne sont pas prises dans la lumière, mais dans le demi-jour où l'on craint d'être entendu. Mariam, ce soir-là, choisit la discrétion comme arme. Elle commença à noter des détails minuscules. Messages anonymes, noms cités en aparté, rendez-vous qui ne figuraient pas sur les calendriers officiels. Elle en parla d'abord à son cousin, un jeune homme prudent qui connaissait des avocats et qui avait la tête froide pour traduire l'émotion en démarche. Il accepta d'aider sans grand bruit, juste suffisamment pour que les pièces commencent à s'assembler. Il est essentiel de comprendre que ce choix d'attendre, de dissimuler une douleur, n'était pas une capitulation morale, ni une acceptation de l'injustice. C'était une tactique. Quand on survit à une trahison, il y a deux chemins. L'un mène à la fuite ou à l'explosion. L'autre mène à l'acquisition des moyens pour remettre les choses à leur place, sans ajouter de chaos inutile. Mariam choisit ce second chemin. Elle commença à jouer une double partition. Pendant la journée, elle était la fiancée souriante, celle qui répond au toast et serre les mains. La nuit, elle examinait les preuves, notait les horaires, enchaînait les informations comme on construit un mur pierre par pierre. Ce fut une période de tension basse, sourde, une rumeur permanente qui la chatouillait aux oreilles. Il y eut des instants où la vérité semblait vouloir jaillir. Un message qui ne répondait pas, une facture qui défrayait la conversation. Mais elle attendit, encore. L'attente ne l'affaiblissait pas, elle la structurait. Elle avait appris à donner à son émotion une forme pour qu'elle devienne utile. Des notes, des rendez-vous, une assurance que le terrain ne ferait pas l'objet d'un transfert au petit matin pendant que tout le monde dormait. Je pourrais vous décrire, ici, avec tous les détails, les étapes de l'enquête qu'elle mena. Mais ce n'est pas le moment. Les documents légaux, les conversations avec l'avocat, la manière dont une signature peut tout changer, tout cela viendra. Pour l'instant, la colonne vertébrale de l'histoire est autre. C'est la situation intérieure de Mariam. Elle avait choisi la dignité non comme un acte esthétique, mais comme une stratégie de survie. Elle avait décidé de convertir la blessure en un projet de défense, non pas pour humilier celui qui l'avait blessée, mais pour empêcher que la maison qu'elle aimait ne soit dépouillée sous couvert d'une alliance qui n'avait jamais été sincère. Les jours s'alignèrent, un peu semblables, et pourtant tous porteurs d'une foliation nouvelle. Mariam recommença à fréquenter le marché, non plus seulement comme une aide attentive, mais comme une femme qui rassemble des informations sans les laisser devenir des rumeurs. Elle reprit le fil de ses petites habitudes. Servir le thé, écouter la vie du quartier, sourire aux enfants qui passaient. Cette normalité-là n'était pas un déni. C'était un acte de résistance. Elle résistait à l'idée que sa vie soit désormais seulement la scène d'une humiliation. Elle reprenait, à petites touches, la souveraineté sur son temps, sur son avenir. Il y eut pourtant des nuits où le silence lui pesa. Elle se réveillait au milieu de la nuit, se rappelant la voix derrière la porte.
et c'était comme si la pièce elle-même était devenue étrangère. Dans ces heures, elle priait, non pas pour une punition, non pas pour une rétribution automatique. Elle priait pour une clarté et une force pour faire ce qu'il fallait faire dans l'ordre et la dignité. Si l'on demande si elle croyait en un plan divin, je dirais que oui, mais pas comme on croit en une recette magique. Elle croyait en quelque chose qui tenait plus du sens que de la promesse, que cette épreuve pouvait, si elle était maniée avec sagesse, devenir la matière d'un avenir meilleur, non seulement pour elle, mais pour d'autres femmes de son quartier. À ce point de l'histoire, il est important de poser un constat. La décision de tenir la cérémonie malgré la trahison ne fut pas un acte de faiblesse. C'était un acte normatif, destiné à préserver une maison et à gagner le temps nécessaire pour éviter un pillage discrètement organisé. Les personnes qui observent de l'extérieur peuvent juger ce choix comme incompréhensible, mais il faut parfois comprendre la logique de la protection familiale telle qu'elle existe dans beaucoup de communautés. On prend des coups silencieux pour empêcher que la famille ne subisse une décomposition publique. Mariam fit ce choix avec la conscience du prix à payer. Ce prix, elle le porta sans exhibition, de manière que même ceux qui l'avaient blessé ne purent le voir comme une victoire sur eux. Il y a des moments où la dignité d'une personne devient la boussole qui guide les actions d'une communauté. Et il y a des moments où cette dignité, pour être efficace, doit être cachée, protégée, transformée en un outil concret. Mariam commença à envisager, à ce stade, non seulement la préservation, mais l'après. Comment, si la situation se réglait, elle pourrait transformer cette blessure en quelque chose de bénéfique. Elle pensait à l'idée d'un lieu où des femmes pourraient apprendre à gérer leurs affaires, un centre modeste, bâti sur ce terrain que son père avait acquis, où l'on enseignerait la lecture des contrats, la couture professionnelle, la gestion d'un petit commerce. Cette pensée n'était pas mégalomane. C'était une manière de donner à sa douleur un objectif qui la rendrait fertile. Mais ce futur, elle le garda pour plus tard. Pour l'instant, le récit se concentre sur l'instant précis, où, serrant la poignée de la porte, elle choisit de paraître forte, pour que personne d'autre ne doive payer les conséquences de la trahison. Elle savait que la route serait longue. Elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Les voix de sa mère et de son père résonnaient encore comme des conseils. Le cousin vigilait, et la communauté, même sans savoir tout, restait un filet. Et au centre de tout cela, il y avait cette conviction intime, presque muette, que cette épreuve contenait une possibilité, non une promesse automatique de bonheur, mais une opportunité de construire après la fracture. C'est par ce point que je vous laisse pour maintenant. La porte entr'ouverte, le battant qui tiédit sous la main, le pas décidé qui l'amène vers la lumière publique. Il y aura des choses que vous voudrez savoir immédiatement. Qui a su? Comment les preuves ont été rassemblées? Quels coups de théâtre ont suivi? Tout cela viendra. Mais avant d'aller plus loin, retenez ceci. Dans l'instant où elle a choisi de sourire, de jouer son rôle, c'était moins pour elle que pour ceux qu'elle aimait. C'était un choix qui la préparerait, bientôt, à transformer la blessure en une source de force pour elle-même et pour d'autres. Les semaines qui suivirent le mariage firent d'elle une femme aux deux visages. Le visage public, poli et conforme, et le visage nocturne, celui qui travaillait comme un horloger sur les pièces éparses d'une trahison. Elle avait appris à noter les détails qui, pour d'autres, semblaient futiles. Un reçu qui disparaît d'un tiroir, une conversation interrompue quand elle entrait dans la pièce, la trace d'un coup de téléphone qui revenait toujours à la même adresse inconnue. Elle devint, sans le vouloir, une collectionneuse de signes. Son cousin fut le premier à comprendre l'urgence sans dramatiser. Il lui parla d'un avocat qu'il connaissait, une personne discrète, professionnelle, qui savait comment stabiliser une situation sans faire de bruit. Les rencontres eurent lieu dans des cafés à l'écart, dans des bureaux où l'on parlait bas, dans des marches rapides le long du fleuve où elles échangeaient des mots codés. L'avocat ne fit pas de promesses grandioses. Il expliqua simplement les étapes possibles, les risques, la nécessité de preuves tangibles et d'un timing prudent. Il parla d'actes de propriété, de témoins, de traces écrites. Rien de magique, rien d'immédiat, juste du travail méthodique. Mariam passa ses journées à tenir la boutique de sa mère, à servir le thé, à sourire aux clientes, tout en gardant un œil sur les allées et venues. Elle nota des noms sur un petit carnet,
garda des copies de messages, fit des captures d'écran de conversations qui semblaient innocentes et qui, assemblées, formaient un motif. Elle apprit à demander des preuves avec douceur. Une facture oubliée, un témoin prêt à parler, un enregistrement d'un rendez-vous qui n'avait pas lieu d'être. Parfois, elle surprenait Malik, et son cœur cédait sous une douleur aiguë. D'autres fois, il n'y avait que le vide, des silences propres à ceux qui dissimulent quelque chose. La tactique nécessita de la patience, mais aussi du courage. Elle demanda à son père de laisser le nom du terrain tel quel, de ne pas signer une procuration qu'on lui présentait comme une simple formalité. Ibrahima, blessé, était partagé entre colère et prudence. Il avait, pendant des années, travaillé dur pour ce petit lopin à Théma, un endroit modeste, mais porteur d'espoir. Quand Mariam lui expliqua froidement qu'il fallait refuser toute signature tant que l'on n'aurait pas examiné les documents, il la regarda et vit dans ses yeux une force qu'il connaissait bien. La même ténacité qui l'avait aidé à finir un chantier sous la pluie. Hadja, la mère, parfois, la réveillait la nuit pour lui dire qu'elle avait fait le bon choix. Mais il y eut aussi des nuits où le silence pesait entre les deux femmes, parce que la douleur d'une fille n'est pas toujours celle d'une mère, et qu'il faut du temps pour que les visages se parlent à nouveau sans peur. Un jour, une occasion se présenta presque par hasard. Un voisin, fidèle au commérage de quartier mais d'un caractère franc, vint se confier à la mère de Mariam. Il avait entendu que certaines négociations se faisaient à la hâte, des signatures à obtenir rapidement, des promesses de compensation. Ce genre d'information n'a pas besoin d'être précis pour être dangereux. L'avocat se mit au travail. Il écrivit des lettres, demanda des certificats, effectua des diligences qui, une par une, constituèrent un rempart administratif. Parmi ces mesures, il y eut des requêtes simples, vérifier les titres, s'assurer de l'absence de transferts récents, rencontrer les témoins qui avaient assisté à discussions douteuses. Chaque démarche fut faite avec la plus grande discrétion pour éviter d'éveiller les soupçons. Les confrontations ne furent pas spectaculaires. Elles furent lourdes de petites humiliations et d'offres déguisées. Malik tenta d'abord la douceur. Il la prit à part, lui parla de « malentendu », lui parla d'une vie où l'on privilégiait la gestion. Puis les mots se firent au plus pressants, plus inventifs. Il parla d'accords rapides, de signatures à faire, pour que tout soit au clair. Mariam répondit avec calme. Elle refusa de signer quoi que ce soit, sans la présence d'un témoin indépendant. Elle refusa aussi l'argent qu'on lui tendit, comme si l'on pouvait acheter la dignité d'une femme et effacer la trace d'un mensonge. Son refus étonna. Certains attendaient l'explosion, d'autres envisageaient la compromission. Elle choisit la stratégie. Encore. Un épisode marque la fin de cette phase. Un après-midi où, dans le salon de la maison, Malik posa sur la table un paquet scellé, une enveloppe, un sourire, une tonne d'hypocrisie. Il lui parla bas, presque comme pour une négociation commerciale. Les mots étaient polis, mais la pression était réelle. « Faisons comme si rien ne s'est passé », dit-il. Mariam écouta, prit une profonde inspiration et posa l'enveloppe de côté. Elle regarda son père et sa mère et refusa d'accepter que leur nom et leur travail soient bradés. Ce fut le point de rupture. Malik comprit qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait facilement. Il formula des menaces voilées, des insinuations que l'on jette comme des pierres dans l'eau pour voir l'onde se propager. Elle ne répondit pas par la même monnaie. Elle se contenta de demander que ses avocats prennent contact. Il crut gagner du temps en affichant un calme manufacturé. Il perdit le duel d'endurance. La procédure qui suivit ne fut pas une série de batailles télévisées. Ce fut une machine administrative lente, faite de formalités et d'attentes. On eut des auditions, des témoignages, des documents présentés au bon moment. L'avocat de Mariam, patient et précis, démontra que certaines transactions avaient été envisagées sans l'accord réel des propriétaires, que des conversations faisaient état d'intentions mercantiles et que la préservation du bien familial nécessitait une vigilance particulière. Il ne s'agissait pas de raconter une histoire de méchants et de justes, mais de poser des faits devant des instances compétentes. La justice, parfois lente, se montra ici un instrument de protection plutôt qu'un théâtre de vengeance. Quand la décision tomba enfin, le terrain demeurait au nom de la famille, les tentatives de transfert furent bloquées. Il n'y eut pas d'exultation bruyante.
Il y eut un soulagement grave, un renversement silencieux. Mariam pleura, pour la première fois, seule dans la remise où l'on rangeait les coussins de cérémonie. Ce n'était pas une larme d'exultation. C'était une larme de fatigue enfin lâchée. Puis vint le divorce, formalité administrative qui clôturait l'union que le cœur n'avait jamais signée. Malik partit avec ses projets et ses discours. La vie reprit son cours, moins fragile qu'avant parce qu'il avait été défendu par la ténacité d'une femme décidée. La reconstruction ne fut pas instantanée. Elle fut un tissage lent, fait de petits gestes quotidiens. Mariam retourna à l'école du soir pour suivre des cours en gestion de petites entreprises. Elle consacra des heures à la comptabilité de la boutique de sa mère, à l'organisation des stocks, à la relation avec des fournisseurs de tissus. Petit à petit, elle prit la responsabilité d'un petit commerce d'importation de wax, apprit à négocier avec des fournisseurs, à lire un bon de commande, à encaisser un paiement. Ses gestes, humbles, rendirent sa confiance à ses mains. Elle trouva des amis qui l'accompagnèrent, Aminata, couturière habile au sens pratique, et Fatou, qui avait le don de parler aux femmes du quartier et de les rassembler. Elle reconstruisit aussi son intérieur psychique. Il y eut des jours où la mémoire la ramena à la porte entr'ouverte, où la voix qu'elle avait entendue résonna comme un refrain. Mais ces jours-là, elle accepta la douleur comme une part de son histoire, non comme un horizon unique. Elle alla voir des femmes qui avaient passé des épreuves similaires. Elles se racontèrent sans voyeurisme, se donnèrent des conseils, se prêtèrent des machines à coudre, des tissus, des recettes de cuisine pour faire tenir la maison quand les saisons étaient rudes. La guérison se fit dans la solidarité, étape par étape. C'est là qu'apparut l'idée du centre. Ce n'était pas une invention théorique, c'était une nécessité qu'elle avait formulée durant les nuits blanches, une image pour rendre sa blessure utile. Elle voyait des femmes qui ne savaient pas lire un contrat, qui signaient pour des promesses, qui se retrouvaient dépossédées par des paroles enjôleuses. La terre de son père pouvait devenir un lieu d'apprentissage. Apprendre à lire des documents, faire des petits calculs, coudre professionnellement, tenir un registre d'achat et de vente. L'idée séduisit sa mère, qui avait toujours aimé enseigner sans ostentation. Elle en parla à son cousin, qui voyait là une chance de donner des compétences réelles au quartier. Ensemble, ils imaginèrent un projet modeste, pragmatique, bâti sur la dignité. Pas un institut pompeux, mais une maison où l'on redonnait aux femmes la capacité d'être autonomes. Financer le projet prit du temps. Ils organisèrent des collectes silencieuses, des ventes de tissus à prix solidaire, des ateliers où l'on payait ce que l'on pouvait. Mariam utilisa ses contacts dans l'importation pour obtenir des fournitures à coût réduit. Elle obtint, par chance et travail, une petite subvention locale destinée au soutien des initiatives communautaires. Tout se fit sans tambour, ni trompette, avec la modestie d'un projet qui savait qu'il devait porter des résultats concrets pour mériter la confiance. C'est pendant cette période de reconstruction professionnelle que Mamadou apparut. Leur première rencontre fut anodine, une réunion de quartier pour discuter d'une initiative d'assainissement. Il avait un carnet vert sur la table, un carnet où il notait les rendez-vous, les petites attentions, ce qui faisait de lui un homme méthodique. Il avait l'air tranquille, pas du tout pressé par les grandes paroles. Il écouta plus qu'il ne parla. Il proposa ensuite, lors d'un café, d'aider pour les démarches administratives du centre. Il connaissait des fournisseurs, savait préparer un dossier de demande de local, et surtout, il avait l'habitude d'accompagner les projets jusqu'à leur réalisation. Ce furent ces gestes de constance qui firent la différence. Il riait peu, mais avec chaleur. Il ne cherchait jamais à briller, il éclairait lentement. Il n'y eut pas d'histoire d'amour dramatique. Il y eut des rendez-vous en début de soirée, des conversations autour du marché, des balades où l'on parlait de l'enfance, du travail, des choses concrètes. Mamadou avait vu l'ombre sur son visage. Il n'essaya pas de la chasser comme on souffle sur une braise. Il prit le temps de la connaître. Il respecta sa blessure au lieu de la vouloir combler. Il n'était pas un héros sorti d'un conte. Il était patient, stable, prêt à partager les petites responsabilités du quotidien. Avec lui, Mariam apprit à redécouvrir la confiance graduellement, non comme un saut, mais comme un processus. Lorsque leur relation prit un air plus sérieux, ils choisirent une cérémonie simple,
Il n'y eut pas de faste exubérant, juste l'essentiel. La famille, les amis qui avaient aidé le projet du centre, la mère qui souriait en côtoyant les bancs, le père qui observa la scène avec la bienveillance d'un homme qui a traversé les tempêtes. Mariam enterra, sans haine mais avec lucidité, ce qui avait été une erreur dans sa première union. Elle épousa la constance, les gestes ordinaires de respect et la lente machine des jours partagés. Leur foyer fut modeste mais sécurisé. Ils ouvrirent ensemble les comptes pour le centre, décidèrent de consacrer une part des bénéfices au financement des cours et adoptèrent une méthode de gestion simple et transparente. Le centre ouvrit ses portes un matin de pluie tiède. Les femmes du quartier vinrent, sceptiques pour certaines, curieuses pour d'autres. Les premières classes furent aux pratiques. Comment lire un reçu? Comment négocier un prix? Comment tenir un carnet de vente? Les machines à coudre ronronnaient comme un petit orchestre. Il y eut des rires, des larmes, des moments où l'on se remettait en question. Mariam se tenait souvent au milieu de la salle, observant les gestes, corrigeant une posture, montrant comment utiliser un mètre ruban. Elle n'imposait pas une idéologie, elle proposait des outils. Et ces outils changèrent des vies. Une femme parvint à ouvrir son propre petit atelier. Une autre réussit à renégocier un accord avec un fournisseur qui voulait imposer des conditions injustes. Une troisième apprit à lire les clauses d'un contrat et évita une promesse financière désastreuse. Le terrain de Théma, autrefois simple terrain de famille, devint un lieu de passage et d'apprentissage. On planta des arbres, on construisit un petit bâtiment aux murs clairs, on posa des bancs à l'ombre. Il n'y eut pas d'inauguration somptueuse. Il y eut un apéritif partagé, une prière silencieuse de gratitude et la coupe modeste d'un gâteau. Les voisins assistèrent, curieux et parfois surpris par la transformation. Certains pensaient encore, à demi-voix, que la blessure restait la plus importante. Eux, ils virent qu'il était possible de transformer la douleur en service. Le centre devint un point d'ancrage pour des femmes qui, d'habitude, restaient invisibles. La maternité vint ensuite, comme une douceur longuement attendue. Le petit garçon, souriant et curieux, fut accueilli non seulement par ses parents, mais par une communauté large. Il grandit parmi les machines à coudre et les voix des femmes qui enseignaient. À 3 ans, il courait sur la terre du centre, riait et ouvrait une porte qui, dans son innocence, ressemblait à la porte entr'ouverte de tant d'années plus tôt. Mais cette ouverture n'était plus synonyme de menace. Elle était l'entrée d'un lieu où l'on apprenait, où la douleur avait été mise au travail pour produire du bien. Mariam regardait cet enfant et mesurait le chemin parcouru. Elle se rappelait la nuit de la porte, les mots détruisant un rêve. Mais maintenant, ces souvenirs occupaient une place différente. Ils étaient des jalons, non des prisons. Elle parlait parfois aux femmes réunies, non pour vanter une histoire personnelle, mais pour partager une méthode. Comment transformer une blessure en projet utile? Elle parlait de discipline, de patience, de petites victoires quotidiennes. Elle parlait aussi de foi, mais d'une foi accompagnée de responsabilité, pas d'attente d'un miracle qui efface tout. Elle disait que croire en un plan divin ne signifiait pas attendre passivement. Cela signifiait travailler, user de prudence, chercher la vérité, protéger les siens et contribuer au bien commun. Il y eut des instants de nostalgie, des retours à l'endroit où tout avait basculé. Un soir, alors qu'elle rejoignait le centre pour vérifier que tout était prêt pour le lendemain, elle passa devant une porte légèrement entr'ouverte d'un local désaffecté. En la voyant, un frisson la traversa. Elle reconnut l'image, la vieille mémoire. Mais cette fois, lorsque le battant se dégagea sous la brise, elle sourit. Derrière la porte, il n'y avait pas des mots qui broyaient, il y avait des plans, des listes, des noms de femmes à contacter pour un atelier. L'entrelacement symbolique était parfait. La même porte qui autrefois avait révélé la trahison, aujourd'hui ouvrait sur une œuvre de reconstruction. C'était là, pour elle, la marque la plus visible du chemin parcouru. Je sais que vous vous demandez peut-être. Et la douleur? Elle n'a pas disparu comme par enchantement. Certaines nuits, elle revenait, plus douce peut-être, moins violente, mais présente. Elle avait appris à vivre avec elle, à transformer son énergie en projet concret.
Elle prit le temps de se reposer, de laisser l'été faire son œuvre sur les blessures comme sur les champs. Elle accepta que la guérison soit lacunaire, incomplète parfois, mais toujours orientée vers un horizon où son histoire servait d'exemple et de refuge. La dernière image que je veux partager avec vous est simple et presque domestique. Un matin clair, Mariam se tenait sur la véranda du centre. Son fils jouait près d'elle, Mamadou préparait le thé, et au loin, on entendait le bruit des machines et le rire des femmes. Un visiteur s'approcha. C'était une jeune femme venue d'un village voisin, avec une valise pleine d'espoir et la peur au ventre. Elle expliqua qu'on voulait lui faire signer un document pour un pseudo-emploi qui l'aurait dépouillée. Mariam prit la jeune femme par la main, la fit asseoir et lui demanda de lire tout, mot à mot, lentement. Elles passèrent l'après-midi ensemble, décortiquant les clauses, notant les points dangereux, planifiant comment négocier. La jeune femme repartit allégée, une lueur nouvelle dans le regard. Pour Mariam, ce fut une victoire ordinaire, une victoire plus précieuse que bien des triomphes publics. Et la porte entr'ouverte? Elle resta dans sa mémoire comme le symbole pivot de cette histoire. Mais le sens qu'elle prit au fil des années n'était plus celui d'une fatalité immuable. Elle devint le seuil entre ce qui brise et ce qui reconstruit. Abandonnée à l'autel, elle n'avait pas pleuré au milieu des applaudissements, parce qu'à cet instant précis, elle avait choisi la dignité et la prudence. Mais les larmes vinrent après, dans l'intimité, là où elle purifie, plutôt que scander une revanche. Son refus de crier ne fut pas une approbation, mais une stratégie. Gagner du temps pour protéger ce qui comptait. Ce temps, elle le mit à profit pour apprendre, pour bâtir et pour servir. Si vous vous demandez ce que signifie, en fin de compte, un plan divin, elle dirait ceci. Ce n'est pas une loi qui annule l'épreuve, ni une promesse mécanique de bonheur. C'est plutôt l'expérience d'un sens qui peut naître quand une personne refuse d'être définie par sa blessure et décide de la transformer en un outil de bien pour d'autres. La foi, pour elle, fut une main qui guida sa réflexion, non un interrupteur qui éteint la douleur. Elle a cru, oui, mais elle a aussi agi. Elle a travaillé, elle a attendu. Elle a recherché la justice avec méthode et a donné à sa blessure une destination utile. Aujourd'hui, quand elle raconte son histoire, elle ne le fait pas pour exalter la souffrance. Elle le fait pour montrer qu'il est possible d'habiter la dignité quand tout nous incite à la ruine. Elle le fait pour que d'autres femmes sachent qu'on peut refuser l'humiliation tout en choisissant une voie qui protège les siens. Elle le fait enfin pour rappeler que la reconstruction est collective. Elle a eu besoin de sa famille, de son cousin, d'un avocat prudent, d'amis et aussi d'hommes comme Mamadou qui ont choisi la constance. Si cette histoire vous touche, dites-moi d'où vous me regardez aujourd'hui et partagez ce récit avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour entendre d'autres récits de courage tranquille et de vie remises en marche. Partagez en commentaire ce que, dans l'histoire de Mariam, vous retenez le plus. La décision de garder le silence pour protéger, la force de reconstruire, ou la manière dont une blessure peut devenir un projet pour la communauté. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour une autre histoire qui réchauffe le cœur et appelle à la dignité.